Le vieux fusil semblait dépareillé face à la technologie rutilante du stand de tir le plus prestigieux d'Amérique. Tout comme Marcel, à la peau sombre, barbe argentée, vêtu de bottes usées et d'une chemise à carreaux, perdu au milieu des tenues tactiques coûtant des milliers. Damien Rochefort, PDG d'Hermès Sécurité, l'aperçut et esquissa un sourire. Parfait pour une bonne blague, une cible vivante. Il donna un coup de coude à ses collègues alors que des chuchotements se répandaient dans la salle. Certains haussèrent les sourcils, d'autres rirent à demi. Mais personne ne vit la manière dont les mains de Marcel bougeaient avec la précision tranquille d'un homme ayant déjà survécu au pire. Personne ne se souvenait de ce que le ministère de la Défense avait effacé depuis près de 20 ans. Que cet homme silencieux avait accompli des tirs qui coupaient le souffle aux généraux avant qu'on ne l'efface pour de bon, pour que la légende meure avec lui. Un des jeunes consultants d'Hermès souffla. « C'est qui le papy? Il s'est perdu. » Damien sourit de travers. « Peut-être un vieux du coin venu chercher un café. Il va pas rester longtemps. » Ils se détournèrent de Marcel, le reléguant à un arrière-plan ridicule dans leur univers huilé de luxe et d'armes dernier cri. « Un vieux avec une pétoire, » murmura quelqu'un. Mais le vent l'entendit. Et après 15 ans de silence, il était temps qu'on se rappelle ce qui se passe quand on se moque d'un fantôme. Car Marcel n'était pas venu par erreur. Il n'était pas là pour s'égarer. Il avait reçu une invitation, bien que personne n'ait admis l'avoir envoyée. Un courrier officiel, sur papier texturé, signé d'un nom qu'on ne prononçait plus à voix haute dans les sphères militaires. Ceux qui savaient l'avaient vu et avaient décidé de faire semblant de ne pas comprendre. Car reconnaître Marcel, c'était ouvrir la porte à des vérités qu'on avait trop bien enterrées. Le soleil de l'après-midi glissait sur le parking de Fort Cristal, une forteresse de verre et d'acier dans les montagnes de Savoie, réservée aux élites, aux hauts gradés et aux milliardaires des contrats de défense. Les montagnes tout autour formaient un écrin silencieux, mais l'intérieur de Fort Cristal résonnait de conversations tranchantes, d'éclats de rire maîtrisés, de claquements de bottes neuves sur les dalles polies. L'ensemble brillait comme un hôtel dédié à la guerre-spectacle. Ici, les armes n'étaient pas de simples outils. Elles étaient des œuvres, des symboles de puissance vendus à prix d'or aux puissants du monde. Un fusil longue portée trônait dans une vitrine blindée comme une sculpture rare. Une vitrine plus loin, un drone autonome exposait ses ailes repliées avec l'élégance d'un bijou d'ingénierie létale. Des portails automatisés scannaient les rétines, pendant que des drones de surveillance flottaient au-dessus des têtes, cartographiant visages, signatures thermiques et postures. Parmi les Lamborghini et les SUV militaires recouverts de peintures furtives, un vieux pick-up Renault Kaki se gara en bout de rangée, soulevant un nuage de poussière, comme un souvenir qu'on voudrait oublier. Les véhicules alentours semblaient sortis d'un film de science-fiction dystopique. Blindage anguleux, antennes directionnelles, gyrophares tactiques et plaques personnalisées qui clignotaient en néon discret. Au milieu de cette parade de puissance modernisée, le vieux moteur diesel gronda une dernière fois avant de s'éteindre dans un râle, comme s'il savait qu'il n'était pas le bienvenu ici. Marcel coupa le moteur et resta un instant assis, les mains sur le volant, le regard perdu au loin. Il porta un doigt calleux à l'arête de son nez, ajustant doucement ses lunettes cerclées de métal terni. Puis, il se pencha pour attraper une housse en cuir usée posée sur le siège passager. La fermeture éclair grinça comme un vieil os qu'on déplace. Il la posa avec soin sur ses genoux, puis ouvrit la portière dans un grincement étouffé, et descendit lentement, les genoux raides mais décidés, chaque mouvement mesuré, économe, comme si l'énergie était une ressource rare qu'il refusait de gaspiller. À ses côtés, sa nièce Amina descendit également, les boucles sombres disciplinées sous une casquette de presse. Elle ajusta la visière d'un geste nerveux. Sa carte d'identité de Terrain Magazine brillait à la lumière du matin, accrochée à la poche de sa veste technique. Elle scruta les alentours, déjà en mode repérage, les yeux vifs et concentrés. Une armée de silhouettes se mouvait autour d'eux. Des hommes et femmes en combinaison ajustée, des lunettes de tir dernier cri, des casques connectés à des modules dorsaux qui pulsaient une lumière bleutée à chaque battement.
Des drones à roulettes slalomaient entre les allées, transportant des caisses de munitions comme des abeilles ramenant du nectar. « Tu n'es pas obligé de faire ça, » dit-elle à voix basse, sans oser le regarder. « Tu sais qu'ils sont ici pour frimer, pas pour tirer. C'est un spectacle, tonton. » Un défilé d'ego déguisé en symposium militaire. Marcel ne répondit pas tout de suite. Il referma la portière d'un geste lent, presque cérémonial, puis passa la sangle de la housse sur son épaule. L'étui grinça à son tour, cuir contre coton, comme une vieille histoire qui refusait de s'effacer. Il laissa son regard glisser sur la foule sans se presser. Des rires fusaient. Des salutations bruyantes s'échangeaient entre démonstrations de virilité codifiées. Des caméras flottaient à hauteur de poitrine, filmant en permanence pour alimenter les réseaux privés de diffusion. Chaque geste semblait chorégraphié, chaque mot prononcé à destination d'un public invisible. « Et toi, tu es ici pourquoi ?» demanda-t-il enfin. Amina sursauta légèrement. Elle ne s'attendait pas à la question. Elle regarda droit devant elle, évitant ses yeux. « Pour comprendre, » dit-elle. « Pour voir ce qu'on leur vend vraiment sous couvert de technologie. Pour raconter ce que personne n'a envie de lire. » Marcel hocha lentement la tête, presque imperceptiblement. Il posa une main sur l'épaule de sa nièce, une pression brève, mais pleine de sens, puis s'avança vers l'entrée. Les grilles de sécurité vibrèrent à leur passage. 2 drones zébrés de rouge les encadrèrent un instant, capturant leur silhouette en 3D avant de s'écarter. Un agent en combinaison blanche, visière noire et brassard vert fluo s'approcha. Nom, numéro d'accréditation, motif de présence. « Marcel, » dit-il simplement. « Famille, » ajouta Amina. « Presse. Nous sommes ensemble. » Le scanner biothermique clignota une fois, puis afficha en vert « Autorisation provisoire ». Ils furent dirigés vers une travée secondaire où des stands s'alignaient, chacun plus ostentatoire que le précédent. Des armes longues dorées au titane, des lunettes à visée neuronale, des systèmes balistiques portatifs exposés sous verre trempé comme des joyaux. Des démonstrateurs haranguaient les visiteurs avec des phrases calibrées. Économie d'énergie, 0 recul, algorithme adaptatif intégré, inspiré des technologies spatiales. Marcel ralentit à hauteur d'un stand qui exposait une carabine noire au canon effilé, posée sur un socle rotatif. L'homme qui la présentait portait une combinaison moulante estampillée du logo Vega Arms. Il repéra Marcel, nota l'étui de cuir fatigué et sourit. « Vous cherchez la section vintage ?» plaisanta-t-il. Marcel resta silencieux. Il se contenta de fixer l'arme, puis leva un sourcil vers l'homme. « Non, » dit-il enfin. « Je cherche la vérité derrière les chiffres. » Le sourire du vendeur se figea un instant. Il ouvrit la bouche, puis se ravisa. Amina, à côté, notait frénétiquement, le regard allant de son oncle au stand, en captant chaque réaction. Ils poursuivirent leur route. Plus loin, un champ de tir s'étendait, découpé en couloirs numérotés, chacun équipé de cibles mobiles, de capteurs de pression et d'un écran géant qui retransmettait en temps réel la performance de chaque tireur. Des noms défilaient. Anciens commandos, influenceurs tactiques, champions de tir sportif. L'audience commentait, applaudissait, notait chaque geste comme dans une arène de gladiateurs. Marcel s'arrêta à l'entrée du couloir 17. Son nom y figurait, en lettres discrètes mais bien visibles. Marcel K, invité spécial. Un silence relatif s'installa à proximité. Les initiés l'avaient vu, reconnu, peut-être. Des murmures commencèrent à circuler. Une légende? Une erreur? Un test? Amina s'approcha. « Tu peux encore faire demi-tour. » Il lui sourit pour la première fois depuis le matin. « J'ai passé ma vie à reculer pour que d'autres avancent. Aujourd'hui, j'avance pour rappeler ce qu'on a perdu en chemin. » Il ouvrit son étui. Dedans, soigneusement calé dans du tissu, reposait un fusil à verrou en bois sombre, patiné par le temps. La crosse portait une entaille pour chaque campagne. Il l'empoigna avec douceur, presque avec tendresse, comme on saisit un souvenir qu'on pensait perdu. Un technicien s'approcha. « Vous n'avez pas d'interface neuronale? Ni HUD? Même pas un viseur laser? »« J'ai mes yeux, » répondit Marcel, « et un peu de mémoire. » Un défilé d'ego déguisé en symposium militaire. Marcel tourna légèrement la tête, assez pour qu'elle voie la ligne de sa mâchoire serrée. « Je ne suis pas là pour eux, » répondit-il sans la regarder. « Tu avais besoin d'un accompagnateur pour ta couverture. Je suis juste là pour porter le matériel. » Sa voix était calme, mais elle vibrait d'une force que rien ne semblait pouvoir fissurer.
Amina ouvrit la bouche, prête à répondre, puis se ravisa. Elle connaissait ce ton-là, celui qui avait du velours, mais qui coupait comme une lame, celui qu'il utilisait lorsqu'il décidait que la discussion était close, avant même d'avoir commencé. Elle pinça les lèvres, jeta un coup d'œil à la housse en cuir qu'il portait comme une extension de lui-même, et hocha doucement la tête. Ils traversèrent le parking vers l'entrée principale, où une arche métallique scannait silencieusement chaque badge, chaque empreinte thermique, chaque trace d'identité numérique. Amina passa sans encombre. Quand vint le tour de Marcel, la machine hésita une demi-seconde, comme si quelque chose d'inhabituel s'affichait sur son registre. Puis, la lumière passa au vert. Il entra, sans ralentir, comme s'il avait déjà vécu ce genre de frisson de l'autre côté des lignes. À l'intérieur, Fort Crystal brillait comme une cathédrale de la mort de précision. Une atmosphère de temple pesait sur les lieux. Tout était agencé avec un goût obsédant pour la perfection géométrique. Le sol miroitait sous les bottes silencieuses des visiteurs, reflétant les lignes acérées des présentoirs d'armes. Des employés en gants blancs proposaient des munitions estampillées sur des plateaux de velours, comme des maîtres d'hôtel dans un restaurant d'élite. Chaque cartouche portait un logo, un nom de série, une promesse de létalité. Des voix basses échangeaient des analyses techniques dans un jargon aussi fluide que le langage des traders. Des hologrammes flottaient au-dessus des stands. Trajectoires balistiques en temps réel, simulations de tir en milieu urbain, forêt, désert, et même dans des conditions zéro gravité. Un mur entier affichait les tirs légendaires. Des vidéos promotionnelles de snipers modernes, posant comme des mannequins de guerre, l'arme en travers du torse, souriant à travers les lunettes teintées. Marcel avança, impassible. À chaque pas, il semblait appartenir moins au décor, comme une rature dans une copie trop propre. Il était de ceux dont on a voulu effacer les traces, mais dont l'ombre restait accrochée à la lumière. Des regards curieux s'attardaient sur lui. Certains le reconnaissaient sans savoir d'où. Un ancien? Un formateur oublié? Ou juste un mirage dans la brume numérique d'un monde qui survalorisait l'image et sous-estimait le silence? Un homme en complet beige impeccablement ajusté, auréolé d'un badge doré marqué, directeur programme Horizon, s'approcha avec un sourire qui ne touchait pas ses yeux. « Monsieur. »« Marcel, répondit-il simplement. L'homme attendit, visiblement en quête d'un nom de famille ou d'un titre à accrocher. Devant le silence, il poursuivit, un peu moins sûr. « Si vous avez besoin d'une démonstration de nos nouveautés, nous avons une section réservée aux vétérans. Nous pouvons adapter l'interface selon vos préférences analogiques. »« Je n'ai pas besoin d'adaptation, » coupa Marcel, « juste d'un couloir. » L'autre se figea, piqué. Il regarda la housse en cuir, nota la démarche, les mains noueuses, la posture droite malgré les années. Il hocha poliment, puis s'éloigna. Amina rattrapa son oncle d'un pas rapide. « Il commence à se dire des choses, » murmura-t-elle. « Des gens te regardent comme si tu étais une anomalie. »« Je suis une anomalie, » dit-il sans se retourner. Ils passèrent devant une série de stands consacrés à la surveillance prédictive. Lunettes de tir alimentées par IA comportementale, exosquelettes qui corrigeaient en temps réel les micro-erreurs de posture. Tout était conçu pour minimiser l'humain, pour le remplacer peu à peu par des réflexes délégués à la machine. Un stand attira leur attention, un canon à impulsion monté sur trépied, dont le concepteur vantait la capacité à neutraliser à 400 mètres sans un bruit, sans une trace. Amina haussa un sourcil. « Ils vendent l'illusion de la guerre sans conséquence, dit-elle. Marcel hocha lentement la tête, jusqu'à ce que le silence leur réponde. Un bruit de cloche résonna, subtil mais autoritaire. Un animateur holographique apparut, flottant à 2 mètres au-dessus du sol, vêtu d'un uniforme stylisé qui n'avait jamais existé dans aucune armée. Il invita les visiteurs à rejoindre les gradins du stand central, où allait avoir lieu la démonstration suprême, selon les mots projetés en lettres rouges. Amina se tourna vers son oncle. « C'est maintenant ? Pas encore. Ils doivent d'abord montrer ce qu'ils croient être le sommet. » Ils s'installèrent en retrait, sur une rangée latérale. En contrebas, un jeune homme en combinaison noire apparut, escorté par 2 drones. Il brandissait une arme aussi fine qu'un pinceau de calligraphe. L'écran géant afficha ses statistiques. Ancien des forces spéciales, médaillé de plusieurs compétitions de tir,
ambassadeur Novasite. La reine se tut. Le tir fut parfait. La cible explosa en segments calculés. La foule applaudit. Des sponsors clignotèrent à l'écran. Le jeune homme salua, puis sortit. Un silence tendu plana, puis une voix crépita dans les haut-parleurs. Dernier invité. Couloir 17. Marcel Kay. Une promesse de létalité. Les murs de verre exposaient des prototypes d'armes sous des projecteurs lentement tournoyants, comme des reliques sacrées offertes à la vénération. Certaines brillaient d'un éclat chromé, d'autres étaient mates, absorbant la lumière comme des ombres affûtées. Des hologrammes interactifs flottaient dans l'air, montrant des trajectoires balistiques, des impacts modélisés, des simulations de combat en zones urbaines ou forestières. Le silence était celui d'une bibliothèque ou d'un cimetière, selon ce qu'on choisissait d'y entendre. Chaque allée portait des noms plus proches du marketing que de l'arsenal. Vision Apex, logique prédatrice, système symbiotique. Les mots semblaient choisis pour séduire un conseil d'administration autant qu'un commando d'élite. Les visiteurs murmuraient entre eux, certains prenant des notes sur des tablettes translucides, d'autres testant le poids d'un fusil à impulsion avec une expression presque religieuse. Ils passèrent sous un plafond voûté éclairé par des puits de lumière artificielle, un faux ciel à intensité variable recréant les conditions de lumière des déserts, des jungles ou des banlieues crépusculaires. Le plafond était soutenu par des poutres en carbone renforcé, d'un noir mat presque obsédant. Aucune poussière ne semblait oser se poser sur cette structure parfaite. Les pas de Marcel résonnaient faiblement, amortis par le sol composite, mais suffisamment nets pour trahir son étrangeté ici. Il n'avait pas le pas feutré de ceux qui cherchent à plaire, ni la démarche martiale de ceux qui veulent impressionner. Il avançait comme s'il connaissait déjà la fin de l'histoire, et qu'il n'avait plus besoin de la lire en entier. Amina, elle, filmait à intervalles discrets, capturant des angles, des fragments, des expressions. Le visage impassible d'un ingénieur de stand, la tension presque enfantine d'un jeune recrue devant une arme de poing, le vide poli derrière les sourires commerciaux. Ils croisèrent un groupe de visiteurs, guidés par une hôtesse en tailleur militaire, Euston, qui récitait avec une précision robotique les spécifications d'un canon orbito-synchronisé. L'arme flottait au centre d'un cylindre suspendu, ses contours illuminés par des arcs électriques miniatures. Marcel jeta un regard en coin, haussa un sourcil, puis détourna les yeux. Ils exposeraient une ogive thermonucléaire dans une boule à neige, si ça pouvait faire monter le cours en bourse, murmura-t-il. Amina étouffa un rire. Pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était vrai. Plus loin, une fresque murale en relief représentait les héros de demain, silhouettes stylisées en tenue de combat futuriste, entourées de drones, de torches plasma, de murs intelligents. Aucun visage n'était visible. Tout n'était que symbole, projection, archétype. Pas une ride, pas une blessure, pas un doute. Marcel s'arrêta. Il fixa la fresque longuement. « Tu vois ce qu'il manque ?» Amina inclina la tête. « L'humain ? Non, le prix. » Ils reprirent leur marche. À l'embranchement de 2 allées, un présentoir triangulaire diffusait en boucle une séquence d'entraînement filmée par drone. Un homme tirait à l'aveugle à travers un mur translucide, chaque balle marquée par un tag numérique. À chaque impact, une voix d'IA annonçait « Cible neutralisée, efficacité optimale, taux de survie augmenté ». Marcel détourna les yeux. « Tu crois qu'on peut mesurer la guerre comme une partie de fléchettes ?» demanda-t-il à mi-voix. « C'est plus facile à vendre, » répondit Amina. Ils approchèrent d'un petit auditorium à demi ouvert, où des démonstrations tactiques étaient projetées en 3D volumétrique. Des avatars de soldats se déployaient en silence, glissant entre des ruines générées par algorithme. À chaque réussite, des chiffres s'affichaient. Temps d'exécution, niveau de stress physiologique, indice de rentabilité opérationnelle. Un technicien s'approcha pour proposer un casque immersif. Marcel refusa d'un geste. Il n'avait pas besoin de simulation. Il connaissait déjà l'odeur du sang dans la poussière, la vibration des os sous le recul, le goût métallique dans la gorge quand on sait qu'on ne reverra pas le lever du jour. Un panneau indiquait « Zone restreinte, accès testeur certifié uniquement ». Amina montra son badge, le système clignota en orange, puis passa au vert. Marcel n'eut même pas à présenter quoi que ce soit.
L'interface reconnut ses traits. Elle hésita plus longtemps, puis afficha « Données manquantes. Autorisation manuelle confirmée. » « Je crois que ton nom est encore quelque part dans les couches profondes, » dit Amina. « Il y a des choses qu'on n'efface jamais vraiment, » répondit-il. Ils passèrent sous un arc gravé de symboles militaires stylisés, puis débouchèrent dans une zone moins fréquentée, plus silencieuse encore. Les murs y étaient couverts de plaques noires, où les noms d'opérations passées s'affichaient un instant avant de disparaître dans une brume digitale. Chaque lettre semblait flotter, hésitante, comme si elle pesait davantage qu'un simple mot. Aucune poussière ne semblait oser se poser sur cette structure parfaite. Marcel restait silencieux. Son regard balaya la pièce, traquant les issues plutôt que les vitrines. Il notait les angles morts, les points d'accès, les lignes de tir possibles. Il ne regardait pas ce que tout le monde était venu admirer. Il observait ce que personne ne voyait. Les failles, les marges, les zones de repli. L'odeur de métal huilé, d'air ionisé et de cuir synthétique flottait dans l'air. Ils croisèrent des hommes en polo brodés de logos militaires, rieurs autour de présentoirs garnis de lunettes à réalité augmentée et de fusils plaqués titane. Les conversations étaient ponctuées de chiffres, de comparatifs de portée, de termes comme dispersion thermique compensée ou balistique adaptative. Certains essayaient les armes devant des écrans géants qui projetaient des champs de bataille virtuels où des silhouettes ennemies surgissaient à chaque clignement d'œil. Amina s'arrêta devant un modèle à 28 000 €, posé dans un écrin de verre rétroéclairé. L'arme ressemblait plus à un objet d'art qu'à un outil létal. Design anguleux, insert en fibre de carbone, guidon incrusté de saphir pour la stabilité optique. À côté, une tablette affichait des courbes de correction intelligentes, des algorithmes de recalibrage en temps réel et une reconnaissance de posture. « Ça coûte plus cher que ton pick-up », murmura-t-elle en esquissant un sourire moqueur. Marcel jeta un coup d'œil à l'étiquette, puis haussa les épaules. « Alors ça coûte plus que ce que ça vaut », répliqua-t-il. Il se détourna lentement, préférant regarder un fusil à levier poussiéreux exposé sans fioriture au fond de la salle. C'était un vieux modèle militaire, bois patiné, métal rayé, sans capteur ni interface. Il l'observa longuement, comme on reconnaît un ancien compagnon de route oublié. Il approcha même la main, sans le toucher, comme si le simple geste suffisait à ranimer une mémoire partagée. « Regardez ce que le vent a ramené », lança une voix moqueuse derrière eux. Le ton était volontairement haut, assez pour être entendu des autres exposants. Plusieurs têtes se tournèrent. Damien Rochefort s'avança, tout sourire, bronzage de salon, dents parfaites et assurance née de trop de réunions avec des ministres. Son corps avait gardé les restes d'un ancien militaire d'élite, mais c'était désormais un corps façonné pour les caméras, sculpté pour les conférences TED et les interviews en direct. Polo sur mesure, ajusté à la couture près, montre de plongée clinquante qu'il n'avait jamais immergée, chaussures italiennes en cuir grainé qui crissaient élégamment sur le sol poli. « Mademoiselle Ben Ali », dit-il en inclinant la tête vers Amina, un sourire quasi paternaliste aux lèvres. « Journaliste, n'est-ce pas? L'avant-garde de notre dissuasion nationale, en quelque sorte. Et vous avez amené votre père. »« Mon oncle, » rectifia-t-elle en se redressant. « Il est mon invité. » Elle prononça les mots avec la fermeté d'une déclaration officielle. Damien tourna lentement la tête vers Marcel, comme s'il examinait une tache sur sa manche ou un cafard sur un tapis rouge. Son regard descendit le long du fusil dans sa housse, puis remonta avec une expression mi-amusée, mi-dégoûtée. Invité de la presse, avec une pièce de musée. Marcel leva enfin les yeux. Sa voix sortit rocailleuse et tranquille, sans agressivité, mais avec cette gravité minérale qu'on ne pouvait ni imiter ni ignorer. Winchester modèle 70, 1955. Cette crosse m'a accompagné plus longtemps que mes propres dents. Des rires éclatèrent aussitôt, pas francs. Plutôt ceux qu'on lâche quand il faut montrer les dents devant les collègues. Faites attention, rigola quelqu'un. Il va se bloquer le dos en la chargeant, ou confondre le viseur avec ses lunettes de lecture, ajouta un autre. Damien rit aussi, une main sur le cœur comme s'il accueillait la blague dans sa chair. Puis il s'approcha d'un pas souple. « Dites-moi qu'elle ne tient pas avec du scotch et des prières. » Marcel soutint son regard.
Les prières sont souvent plus fiables que vos gadgets, dit-il, le regard fixe. Le silence qui suivit fut bref, mais dense, assez pour fissurer l'assurance affichée de Damien. Autour, les conversations se suspendirent à demi. Même les hologrammes semblaient ralentir leur rotation, comme pour écouter. « Toujours aussi poétique, Marcel, » répondit Damien en retrouvant un sourire plus tranchant. « Vous avez le verbe facile pour quelqu'un dont la dernière affectation date d'un siècle. Vous êtes ici, pourquoi, au juste? Donner une leçon d'histoire aux jeunes recrues? Leur apprendre comment on tirait avant l'invention de l'électricité? » Amina fit un pas en avant, mais Marcel leva une main légère, contenue, pour l'arrêter. « Non, » répondit-il. « Je suis ici pour rappeler qu'on ne remplace pas un homme par une machine, ni la mémoire par un manuel. Même bardés de capteurs, vos tireurs flancheront si vous leur ôtez le souffle de ceux qui les ont précédés. » Damien sourit de toutes ses dents, mais ses yeux s'étaient durcis. Il s'approcha encore jusqu'à ce que leurs deux silhouettes se frôlent presque. « Le souffle, on verra ça au stand. Je vous ai inscrit au couloir 17, public, caméra et un nouveau prototype que même les médias n'ont pas encore vu. Laissez votre relique briller une dernière fois avant de finir sur l'étagère d'un musée, à côté des flèches et des silex. » Marcel hocha lentement la tête, sans ciller. « Parfait. Un peu de poussière ne fait peur qu'à ceux qui craignent de disparaître. » Damien s'éloigna enfin, saluant au passage quelques officiels d'un geste large, comme s'il venait de gagner un duel dont le public avait raté la conclusion. Amina, les bras croisés, regardait son oncle d'un œil à la fois inquiet et admiratif. « Tu sais qu'il va te piéger, » murmura-t-elle. « Ce n'est pas lui qui tend le piège, » répondit Marcel. « C'est le terrain, et je le connais mieux que lui. » Un technicien s'approcha timidement avec un badge d'accès spécial. Il le tendit à Marcel sans dire un mot, les yeux fuyants, puis repartit en silence. « On dirait qu'ils ont peur que tu prennes racine ici, » souffla Amina. « Il devrait, » dit Marcel. « Le chêne, ça pousse lentement, mais ça tient dans la tempête. » Il repositionna la sangle de la housse sur son épaule et se tourna vers le long couloir éclairé par des lumières rasantes, là où l'attendait le couloir 17. Ses pas étaient calmes, assurés. Derrière lui, quelques rires reprirent, mais plus discrets cette fois, comme s'il s'était étouffé contre le marbre des convictions. Le regard fixe. Le silence tomba brièvement, pesant comme une couverture mouillée. Amina sentit un frisson lui parcourir la nuque. Damien cligna lentement des yeux, recalibrant son sourire. « On organise une petite compète aujourd'hui, » lança-t-il à voix haute, histoire de rattraper l'attention. « Intelligence artificielle contre tir à l'ancienne. De 100 à 400 mètres, obstacle mobile, simulation niveau 3, pour l'honneur, bien sûr. Et les cocktails sponsorisés, ajouta un technicien avec un clin d'œil vers une marque de vodka militaire. « Partant, monsieur Marcel ?» demanda Damien en soulevant son arme dernier cri. Un Veritas Mark V, capteur gyroscopique intégré, assistance biométrique et stabilisateur de recul. Il la fit tourner dans sa main comme un jongleur avec un trophée. « J'attends mon tour, » répondit-il simplement. Il ne haussa pas la voix. Mais elle coupa à travers la salle, comme une flèche de silex. Ils entrèrent dans la salle principale. Un hall digne de l'ESA, murs en titane poli, parois vitrées insonorisées, écran suspendu au plafond affichant les scores en direct, les noms des participants et des publicités pour des exosquelettes de tir. Les cibles glissaient sur des rails magnétiques, pivotaient, se dérobaient dans des mouvements imprévisibles. À chaque déclenchement, une simulation projetait une scène, jungle, ruelle, intérieur de véhicules, zone urbaine bombardée, avec un réalisme saisissant. Des drones suivaient chaque tir. Damien passa en premier, tenant son fusil Hermès LX9, bardé de capteurs, fibres optiques, contrepoids gyroscopiques. L'arme était presque une extension de son corps, ou plutôt de son ego. D'un simple tap sur sa montre connectée, les modules de l'arme s'activèrent. Des lignes holographiques s'affichèrent en suspension au-dessus du canon. Vitesse du vent, humidité ambiante, angle de visée, rythme cardiaque. Tout était calculé à la milliseconde près. Même sa respiration semblait calibrée. Un technicien commentait discrètement dans un micro relié au système audio interne, décrivant chaque mouvement pour les spectateurs connectés à distance. Maintien parfait, ajustement compensé par IA, zéro latence entre l'intention et l'exécution.
Les premières salves partirent dans un silence quasi liturgique. Les balles, guidées par une combinaison d'algorithmes et d'assistance gyroscopique, touchaient leur cible avec une régularité chirurgicale. Sur l'écran, les points s'empilaient. 10, 10, 9, 5, 10. Même les obstacles imprévus semblaient anticipés par l'interface. Des applaudissements polis s'élevèrent à chaque tir réussi. Un sponsor fit clignoter son logo en remerciement automatique. Damien baissa son arme avec un sourire satisfait, salua la caméra, puis lança un regard vers Marcel, comme s'il venait de signer la fin d'un chapitre. « À vous, murmura-t-il, presque amusé. Marcel s'avança sans dire un mot. Amina, restée en arrière, sentit son cœur battre plus vite. Elle n'avait jamais vu son oncle tirer. Elle connaissait les histoires, les silences entre les lignes, les regards détournés quand on évoquait Kandahar ou Paktia. Mais le voir là, face à cette arène de lumière et d'acier, c'était autre chose. Il ne portait pas d'exosquelette, pas de gants connectés, pas de lunettes augmentées. Rien que lui, sa respiration lente, et sa Winchester vieillie comme un livre rare. Il posa l'arme sur la table de tir, déroula un morceau de tissu en lin et nettoya doucement l'optique. Des gestes simples, presque trop lents. Certains ricanaient déjà. Un jeune officier au fond soupira. Ça va prendre 1 heure. Mais Marcel leva l'arme. Une fluidité s'installa. Le monde autour sembla rétrécir. Plus de bruit, plus de chuchotement. Juste le cliquetis du levier, le souffle contrôlé d'un homme qui ne visait pas pour impressionner, mais pour raconter quelque chose. La première cible surgit d'un mur en ruine virtuelle. Une silhouette de sniper. Marcel tira. Pas un bruit de logiciel, pas de calcul. Juste une détonation sèche. 10. Puis une autre cible, en mouvement. Un ennemi courant entre 2 véhicules en feu. 10. Une troisième, dans un angle mort. Marcel pivota sans effort, comme si le décor avait parlé avant même d'agir. 10. Amina sentit sa gorge se nouer. Les techniciens ne commentaient plus. Les drones, pourtant programmés pour alterner les angles de prise de vue, restaient figés, comme stupéfaits. Même sa respiration semblait calibrée. Il se plaça avec aisance, salua brièvement la foule, puis se tourna vers les cibles. Les panneaux se mirent en mouvement. Vitesse moyenne, obstacles latéraux, simulations urbaines. Il leva l'arme, épaula, attendit une vibration de confirmation dans sa montre, et tira. 10 fois. Des tirs nets, secs. 9 balles vinrent à frapper le centre exact. La 10e frôla le bord, effleurant à peine le score maximal. Un léger souffle de surprise traversa la salle, vite suivi d'applaudissements. Pas hystérique, mais nourri, respectueux et surtout attendu. Messieurs, dames, performance maximale, fanfaronna-t-il en se tournant, bras ouverts comme s'il réclamait une ovation dans un opéra. Et maintenant, voyons Papy à l'œuvre, s'écria un autre moqueur, déclenchant quelques ricanements. Marcel s'avança sans un mot, traînant légèrement la jambe gauche. Il posa la housse sur la table avec soin, la dézippa doucement, comme on ouvrirait un cercueil ou une boîte à souvenirs trop longtemps fermée. Il sortit son fusil comme on extirpe un fragment d'âme. Bois et acier. Une mécanique nue, sans assistance. Pas d'électronique, pas de stabilisateur, pas de lien avec une montre, un téléphone, une IA. Dans l'assistance, on gloussait. Plusieurs téléphones s'élevaient, prêts à capturer l'humiliation à venir. Une vidéo virale en devenir. Grand Pachutz. Vous pouvez utiliser un des nôtres si votre relique s'enraye, ricana un jeune ingénieur au fond, en pointant une arme dernier cri exposée derrière une vitre blindée. Marcel ne répondit pas. Il n'avait jamais été du genre à parler pour remplir l'air. Il inséra une balle manuellement, releva doucement le levier, referma. Sa main ne tremblait pas. Il inspira. Vise. Tire. Un bruit sec. La cible explose en son centre. Pleine cible. Silence. Des sourcils se lèvent. Certains clignent des yeux, cherchant l'écran pour s'assurer. D'autres baissent leur téléphone sans appuyer sur enregistrer. Il rechargea. Même mouvement. Même souffle. Même résultat. 2e balle. Centre parfait. Pas de vibration, pas de correction automatique. Juste l'homme, la machine et le moment. Coup de chance, lança Damien plus fort que nécessaire, en accentuant le sourire pour couvrir sa nervosité naissante. Marcel ne réagit pas. 3e balle. Cette fois, il se décala, changea d'angle. Ses yeux calculèrent silencieusement. Il visa un poteau en métal situé à droite du champ. Évalua l'angle, le vent, la trajectoire indirecte. Il inspira. Tire. La balle ricoche. 1 fois. 2 fois. Trajectoire modifiée.
Elle percute une cible volante lancée par un drone à pleine vitesse. Fracas net. L'objet éclate. Puis silence. Un silence différent. Plus pesant. Pas le silence de la surprise. Le silence du respect brutal. Cette fois-ci, les visages ne souriaient plus. Certains regardaient leurs armes, d'autres leurs montres. Un cadre supérieur recula d'un pas, les bras croisés. Amina, elle, n'avait pas bougé. Elle fixait son oncle avec un mélange de choc et de fierté qu'elle n'arrivait pas encore à nommer. Marcel rangea son fusil, lentement, chaque geste parfaitement maîtrisé. Il verrouilla la housse, redressa les épaules. Tout était calme. « Merci de m'avoir laissé tirer, dit-il simplement, puis sortit sans un regard en arrière. Il passa devant Damien sans même le voir, ou du moins sans le considérer comme suffisamment réel pour mériter une réaction. Dehors, l'air était plus vif. Le soleil s'était déplacé, jetant une lumière dorée sur les carrosseries luisantes du parking. Amina le rattrapa au pas de course. « Tonton. »« C'était quoi ça ?» souffla-t-elle, encore haletante, les pupilles dilatées d'émotion. « Logistique, dit-il en ouvrant la portière du pick-up. « N'importe quoi, dit-elle, en bloquant le passage d'un bras. Tu viens de pulvériser un système de tir automatisé à 300 000 € avec une relique en bois. Tu veux me faire croire que c'est juste logistique ?» Marcel se figea, puis esquissa un sourire, infime. Il contourna la portière et entra côté passager. « Tu conduis. » Chez lui, ce soir-là, dans une maison modeste au pied des montagnes, le vent soufflait entre les pins et les grillons jouaient leur partition du soir. Un chat maigre dormait sur le rebord de la fenêtre. La bouilloire avait rendu l'âme 2 hivers plus tôt, mais il y avait toujours du thé froid dans une carafe ancienne. Amina s'assit à la table, carnet fermé. Elle l'avait suivi dans toutes sortes de terrains, friches industrielles, zones de guerre, séminaires politiques. Mais rien ne ressemblait à ce qu'elle avait vu ce jour-là. « Tu ne vas pas t'en tirer avec logistique, dit-elle doucement. Tu me dois une explication. » Il soupira, s'appuya contre le dossier de sa chaise. Un moment passa. Puis il se leva, marcha lentement jusqu'à une vieille armoire en bois, l'ouvrit et en sortit un vieux journal, jauni au coin, plastifié à la hâte. Il le posa sur la table. Titre en lettres grasses. Un vétéran local remporte le trophée de tir de précision. La photo en noir et blanc montrait un Marcel plus jeune, cheveux noirs, sourire timide, le même fusil entre les mains. Derrière lui, un drapeau plié, un trophée modeste et 2 officiers en uniforme. « C'est là qu'ils m'ont repéré, dit-il. Un recruteur d'une unité sans nom. Quelle unité? Écho noir. Amina blêmit. Le nom claqua dans l'air comme un avertissement. Elle fouilla fébrilement dans son sac, en sortit une pochette plastifiée et en tira une photo froissée qu'elle posa entre eux, sur la table en bois. C'était lui. Marcel, 20 ans plus jeune, en treillis, sa silhouette encadrée par les flammes d'un bâtiment en feu. Il tenait un enfant dans chaque bras, un 3e courant à ses côtés. En arrière-plan, des silhouettes armées, et en bas de l'image, griffonnée au crayon, « Kandahar, 2004 ». « Cette opération n'existe pas, dit-il après un silence. Selon l'État, ce bâtiment n'a jamais existé. Et moi non plus. Alors pourquoi maintenant ? Demanda-t-elle, sa voix tremblante. Il haussa les épaules, mais son regard s'était assombri. Une ombre qu'elle ne lui connaissait pas venait de s'installer derrière ses yeux. Le lendemain, alors que l'aube peinait à percer les nuages au-dessus des monts, un colis fut déposé devant la porte. Pas d'expéditeur. À l'intérieur, une unique cartouche. Pas une cartouche ordinaire. Elle était noire, cerclée d'une bague rouge gravée de chiffres anciens. Elle brillait d'un éclat presque organique. Et un mot, écrit à la main sur une feuille pliée en 4. Tu n'es pas le seul à avoir été effacé. Marcel la lut, silencieux, puis la froissa et la jeta dans le poêle. « Rangez », murmura-t-il. Amina leva les yeux. « Un ancien coéquipier ?» Il acquiesça lentement. « S'il lui réapparaît, c'est que quelque chose de très grave se prépare. Ils partirent ce soir-là. La nuit était noire, sans lune. Ils roulèrent jusqu'au contrefort d'une vallée oubliée, au nord. Là, entre 2 versants, se trouvait une cabane dissimulée sous les sapins. À l'intérieur du bois sec, une cheminée froide, des murs sans décoration. Mais derrière l'âtre, un mécanisme secret, une dalle pivotante, un escalier de pierre qui descendait dans l'obscurité, un bunker, conçu pour rester invisible. Dans la pénombre, la lumière s'alluma par reconnaissance biométrique. L'air y était sec, les murs garnis de caisses métalliques,
de cartes murales, de dossiers verrouillés par des loquets usés. Il ouvrit un coffre. À l'intérieur, une mallette grise marquée d'un seul mot en relief. Echo. Déclassifié. Amina l'ouvrit avec précaution. Des visages, des pseudonymes. Ombre. Ranger. Des notes manuscrites, des extraits de mission, des anomalies dans les rapports officiels. Elle tournait les pages, la gorge serrée. « Pourquoi vous avoir effacé ?» demanda-t-elle. Il sortit un dossier, l'ouvrit sur une page marquée « Congo 2005 ». En bas, une ligne soulignée en rouge, une photo, un nom, un visage jeune, rasé de près, sourire propre. Damien Rochefort. Affectation, agent CIA détaché. Opération Candela. Il a donné de fausses informations, dit Marcel. On croyait sauver des otages. C'était une opération politique. En fait, les vrais otages, c'étaient les enfants qu'ils allaient sacrifier pour une frappe. On les a sauvés. Alors ils nous ont enterrés pour ça. Effacés. Rayés du monde. Une semaine plus tard, une invitation arriva. Papier cartonné, dorure officielle. Journée d'honneur aux vétérans de l'ombre. Lieu, Fort Cristal. En présence du ministre de la Défense. Directeur de cérémonie, Damien Rochefort. C'est un piège, dit Amina en refermant la carte. Il sait que tu es vivant. Justement, répondit Marcel, les yeux fixés sur une cible invisible. Le jour venu, le fort débordait de caméras, d'uniformes, de discours creux. Des gradés tapotaient dans leurs mains, lisant des fiches sans comprendre leur poids. Damien prit la scène, grand sourire, cravate ajustée, regard brillant. Devant des centaines de spectateurs, il remit à Marcel un fusil d'honneur, une arme sabotée, déclenchement irrégulier, canon déréglé, un piège parfaitement poli. Marcel tira. Une fois. Le coup partit trop bas. Deuxième tir. Trop haut. Le silence laissa place au rire. Même les journalistes baissèrent leurs caméras. Un papy ne chasse pas le cerf avec ça, lança quelqu'un. Mais en ligne, sur les forums cryptés, quelque chose avait déjà commencé. Une vidéo, des extraits flous. Une silhouette tirant en silence. Une légende. Le whisper est vivant. Dans les heures suivantes, Amina publia un article, déguisé en fiction. Titre, un murmure dans le vent. Elle y glissa des détails que seuls les anciens reconnaîtraient. En 72 heures, le texte explosa. Des commentaires affluèrent, codés, discrets. Ce tir, je l'ai vu. Il était réel. J'étais là en 2004. Je n'ai jamais oublié ce gamin que tu as porté. Ils nous croient morts. Ils ont tort. Et puis, Ranger arriva. Il frappa 3 fois à la porte, boitait, mais vivant. Damien prépare un drone sniper IA, dit-il sans préambule. S'il le présente, il pourra déclencher des frappes autonomes sans appel. On retourne la situation. Amina infiltra le système à distance, pénétrant les couches de sécurité par une faille découverte dans un ancien firmware. Marcel, lui, étudia l'IA. Sa logique, ses délais de calcul, ses erreurs possibles. Il ne s'agissait plus de tirer. Il s'agissait de comprendre. Le jour de l'exposition finale, tout s'enclencha. Sur scène, Damien fanfaronna. Derrière lui, un écran géant. Mesdames et messieurs, nous avons modélisé le tireur le plus insaisissable de l'histoire clandestine française. Whisper. Applaudissements. L'écran s'anima. Un mannequin numérique s'afficha. Silhouette, posture, cadence, algorithme de trajectoire, tout calqué sur Marcel. Puis l'image grésilla, légèrement d'abord, puis violemment. Le système sauta et apparut Congo, les enfants, les visages, les frappes effacées, les documents classifiés, l'ordre signé, le nom de Damien, les preuves. La salle bascula dans la stupeur. Damien pâlit, balbutia, puis recula, s'enfuit. Mais dans le couloir arrière, Marcel l'attendait. Un bourdonnement. Un drone surgit, anguleux, armé, en attente d'ordre. Marcel leva les yeux. Sa voix fut calme. « Exécute protocole Echo Whisper 3 », ordonna Marcel. Le drone clignota, 1 seconde, 2, puis s'éteignit. Écran noir, diode morte, sabotage réussi. Le programme d'attaque autonome venait d'être neutralisé au moment précis où il devait prouver la supériorité de l'IA militaire. Dans la salle, un vide sonore s'installa, lourd et instable, comme l'attente avant un orage. Damien recula d'un pas. Ses yeux furetaient autour, à la recherche d'une sortie, d'un levier, d'un miracle. Son arme jaillit de sa veste. Un mouvement rapide, fluide, entraîné. Trop tard. Marcel fut plus rapide. Un coup sec, maîtrisé. La balle vint frapper la main droite de Damien avec une précision chirurgicale entre le métacarpe et le poignet. L'arme tomba en tintant sur le sol. Damien s'écroula à genoux, la bouche ouverte, sans cri, les yeux écarquillés par la douleur. Le silence fut brisé seulement par le cliquetis des menottes que Marcel sortit calmement de sa veste.
Il les passa autour des poignets de Damien avec un calme glacial, comme un vieil agent accomplissant une routine 1000 fois répétée. « Tu as bâti ton empire sur le silence, dit-il, la voix basse mais vibrante. Sur les disparus, les effacés, les mensonges. » Il approcha son visage de celui de Damien, désormais pâle comme un linceul. « Maintenant, hurle dans le vide comme les autres, caméras activées, microphones ouverts. » Le monde entier regardait. Et pour une fois, il verrait ce qu'on avait toujours tenté d'enfouir. Plus tard, Damien fut arrêté par les autorités, escorté à l'arrière d'un véhicule blindé. Il tenta de crier au complot, au sabotage, à la vengeance. Mais les preuves s'étaient déjà répandues comme de l'encre sur un drap blanc. Dossiers scannés, témoignages d'anciens, images croisées, chaque point aligné, chaque nom retrouvé. Partout, les images défilaient. Marcel, immobile sur une scène en acier, à côté d'Amina, entouré de vérités revenues à la surface. Il ne parlait pas, il observait. Derrière eux, les écrans montraient non plus des simulations, mais des visages. Des gens qu'on croyait perdus, des enfants devenus adultes, des soldats devenus invisibles. « Tu n'as jamais voulu la lumière, » dit Amina à voix basse, en regardant les flashs éclater autour d'eux. « Juste que les noms soient retenus, » répondit-il, « qu'ils existent à nouveau. » Les mois passèrent, 3 exactement. Le ciel d'automne était clair, sec, traversé par des oiseaux en migration. Dans une clairière silencieuse, devant une stèle noire gravée de lettres sobres, Marcel s'agenouilla. Il déposa une balle, une seule, celle qu'il n'avait jamais tirée. Il la posa doucement contre la pierre, sur laquelle on pouvait lire « À ceux qu'on a fait taire, que leur souvenir parle à jamais. » Il murmura quelques mots. On ne les entendit pas. Même Amina, restée en retrait, ne tenta pas de deviner. Ce n'était pas pour elle. Puis elle s'approcha, mains dans les poches, les yeux humides. « Et maintenant ?» demanda-t-elle. « Tu vas disparaître à nouveau ?» Il la regarda longuement. Puis son regard glissa vers l'horizon, les montagnes, les forêts, le vent. « Maintenant j'enseigne, dit-il, à un gamin quelque part à respirer avant de tirer. » Il se redressa. Et pour la première fois depuis des années, Marcel sourit.